Merci. Merci beaucoup, Pascal. On va tout de suite attaquer peut-être dans le dur, Jean-Claude, avec les deux thèmes. Oui, effectivement, on va passer la parole à Véronique Lagresse, qui est vice-présidente du comité Réunion, donc pour animer en fait les deux ateliers, donc des ateliers de 40 à 45 minutes chacun, avec bien sûr beaucoup. N'hésitez pas à interagir, à poser des questions dans le chat qui est prévu. Le premier a lieu donc à trait à la cybersécurité et aux nouvelles technologies. Donc Véronique, je te passe la parole avec sans plus attendre. Merci à toi. Donc, un petit rappel, vous pouvez donc envoyer des SMS via le chat, poser des questions et nous vous y répondrons, soit dans la partie dédiée donc à la séquence débat, soit ultérieurement, tout le monde aura des réponses. Nous allons donc évoquer le premier thème, cybersécurité et nouvelles technologies, qui met en avant donc l'enjeu fort aussi bien pour la Réunion donc que pour l'Afrique du Sud, et qui donc les mesures prises ou proposées pour faire face notamment aux cyberattaques. Tout ça dans une démarche, comme nous l'a bien indiqué donc Monsieur l'ambassadeur de France, dans une démarche de développement de projets communs. Donc pour en parler, nous accueillons Madame Blandine Negron, qui est chargée d'affaires export techniques et services à Business France en Afrique du Sud, Monsieur Stéphane Jaillet, directeur général d'OpenSphere Réunion, Monsieur Albert Fuchet, directeur général Schneider Electric Afrique du Sud, et Madame donc Adorine Toumoun, déléguée à l'information stratégique à la sécurité Diète Réunion. Justement, nous allons commencer avec vous, Madame Toumoun. Donc, vous êtes aujourd'hui à La Réunion, vous êtes spécialiste de la sécurité économique pour la zone océan Indien. Vous allez traiter des enjeux économiques et de la souveraineté numérique pour la zone OI. C'est à vous. Merci Véronique. Donc tout d'abord, la sécurité économique intelligente consistant à assurer la pérennité de nos acteurs économiques et notre souveraineté économique. Next slide, s'il vous plaît, la première. Elle repose sur 3 piliers. Donc le premier, informer, veiller pour discerner. Ensuite, protéger pour se sécuriser et promouvoir, notamment via les réseaux, pour permettre d'influer. Il y a différents types d'intelligence, donc économique, stratégique, collective, inventive, prédictive, donc ces nouvelles technologies, et aussi une intelligence des risques et des menaces qui pèsent sur l'économie. Next slide, s'il vous plaît. Compliance de l'économie, donc l'économie de la connaissance aujourd'hui, donc avec la mondialisation des échanges, complexifie l'équation sur la sécurisation des informations qui se retrouvent en fait un peu partout dans le monde et qui expose les acteurs économiques à un certain nombre de menaces. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, donc il y a différents types de menaces extraterritoriales, notamment américaines, donc les procédures anticorruption de non-compliance qui ont représenté un petit bilan de 74 amendes qui représentent 19,8 milliards de dollars pour les entreprises françaises, donc un véritable manque à gagner. Et plus récemment, après l'adoption du règlement général de protection des données personnelles, il s'avère que les Américains ont adopté le Cloud Act qui permet en fait aux autorités américaines, en dehors de toute procédure judiciaire, d'accéder aux informations qui sont détenues par des US personnes, quel que soit l'endroit dans lequel elles sont dans le monde. Donc une véritable menace qui pèse sur nos actifs stratégiques. Parmi ces menaces, la principale vulnérabilité est la vulnérabilité humaine, donc le prédateur. Comme vous avez pu le voir sur la slide, on estime que 10% de la population est maladroitement honnête, 10% a un caractère de prédateur et a besoin d'imposer sa vision sur le monde, soit 80% de la population qui, en général honnête aussi, est donc corruptible. Donc l'affaire, la vulnérabilité est vraiment humaine. L'information est l'alpha et l'oméga de la souveraineté économique et numérique des États. La sécurisation des informations est le socle de la souveraineté numérique, qu'il s'agisse d'informations stratégiques, de secrets des affaires ou encore d'informations sensibles qui
qui corroborent en fait un avantage compétitif pour les entreprises, des données personnelles qui ont aujourd'hui un véritable statut juridique. Donc le RGPD, comme je l'évoquais, est un vrai particularisme européen et une force pour la protection des droits des citoyens. Il y a également la confiance numérique qui est essentielle et au cœur des enjeux économiques, notamment la confiance numérique des données de santé qui préoccupe beaucoup les citoyens. Il y a également tout ce qui est cyberdéfense, qui est un corollaire indispensable au développement économique et international, à la fois pour faire face aux menaces et aux nombreuses cyberattaques qui touchent en fait tous les acteurs économiques, quelle que soit leur taille. Comme on a pu le voir durant le confinement, les hackers ont surfé sur la vague du Covid pour contaminer de nombreux systèmes d'information. Il faut également protéger la compétitivité des entreprises qui s'exposent en cas de cyberattaque à un déni de service de plusieurs semaines, comme ça a été le cas avec TV5 Monde, qui a dû engager 4,6 millions d'euros en fait de remédiation. Donc en plus, ça peut coûter extrêmement cher. Il faut donc anticiper et intégrer la sécurisation des actifs dans la stratégie des entreprises, à la fois sur la sécurisation des données et bien évidemment leur hébergement qui en découle. Il est nécessaire de fédérer les acteurs et développer des offres, donc sensibiliser les acteurs économiques et les collaborateurs aux risques auxquels ils s'exposent, également d'organiser et de faire émerger une véritable offre d'entreprise privée qui est de sécurité informatique, de sécurité des systèmes d'information, de cyberdéfense ou encore d'hébergement des données et notamment vers des hébergeurs de données de confiance. Former les acteurs aux enjeux et aux métiers de demain et donc la cybersécurité est bien évidemment un axe très important pour nous. Pour conclure, l'offre réunionnaise de sécurité numérique et de confiance numérique est vraiment attractive et contribue vraiment directement à la promotion des intérêts économiques et souverains. C'était le sens de ma petite introduction. Merci. Merci beaucoup à Dorine. Donc, vous avez effectivement commencé à poser le cadre par rapport donc aux acteurs économiques réunionnais. Mais avant de pouvoir faire un premier échange, qu'en est-il donc du marché sud-africain? Quelles sont les mesures prises? Quel est le niveau d'avancement de ce marché? Pour nous en parler, nous accueillons Blandine Negron, donc de Business France. Madame, vous êtes chargée d'affaires export, tech et services en Afrique du Sud. Donc, vous allez nous présenter l'état des lieux de la transformation digitale et cybersécurité avec un focus particulier donc sur les clés d'entrée sur le marché sud-africain. À vous. Blandine, est-ce que vous êtes avec nous? Petit problème technique. Ça devrait être bon. Voilà. Vous m'entendez? Ok, parfait. Bonjour à tous, merci. Donc l'Afrique du Sud a effectivement amorcé son virage digital il y a quelques années et poursuit dans cette voie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de mise en réseau qui se fait, hein, téléphonie, VoIP, Internet, imprimante et même les objets connectés plus récemment. Il y a également une nouvelle manière de stocker sur le cloud. On a les géants Huawei, Microsoft, Amazon qui ont localisé leur centre de données localement. Les logiciels en mode SAS, l'utilisation de nouveaux outils donc, qui s'est accrue avec la pandémie, avec le besoin d'accéder et de travailler à distance, l'utilisation du téléphone portable et du PC. Et puis, on a aussi le e-commerce qui progressait de 20% annuellement ces dernières années et les services financiers digitaux qui ont connu un réel boom. Donc, ces transformations, en fait, se sont accompagnées d'une recrudescence de cyberattaques qui traduisent des besoins réels des entreprises et de la société sud-africaine. Tout d'abord, les fraudes bancaires digitales qui ont augmenté de 20% entre 2018 et 2019. Donc, phishing, que ce soit par téléphone ou même SMS ou même les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup de ransomware et de malware. À titre d'exemple, la ville de Johannesburg a été hackée l'année dernière et les hackers demandaient une rançon de bitcoins pour relâcher les systèmes d'exploitation de la ville. Il y a eu aussi pas mal de sociétés cotées en bourse à Johannesburg, donc Momentum, Liberty Life, qui sont des sociétés d'assurance qui ont été victimes de cyberattaques ces dernières années et ces derniers mois.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a besoin d'une mise en œuvre de solutions sécurisées pour protéger l'IT, mais également l'OT, donc tout ce qui est opérationnel, donc toutes les infrastructures critiques, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau d'industries comme l'oil and gas, la santé, la télécommunication. On a également donc aussi besoin d'une sécurisation des appareils, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, ces derniers temps, on voit aussi que les entreprises sont inquiètes concernant leurs marques et domaines, avec des soucis donc d'usurpation de la marque et d'utilisation du nom de domaine et de la marque à des fins malveillantes. Et enfin, on a également un fort besoin d'éducation sur ces sujets et de sensibilisation en Afrique du Sud. Pour ça, on a un cadre législatif qui se met en place petit à petit avec la Cybercrime Bill qui vient d'être approuvée donc par le National Council of Province en juin, qui va en fait définir les infractions en lien avec la cybercriminalité et les sanctions qui les accompagnent. Et le deuxième, c'est le POPIA, le Protection of Personal Information Act, qui sera mis en exécution donc en juillet prochain, qui est en fait très inspiré de la GDPR européenne et qui concerne tout individu ou organisation sur la manière dont l'information a été obtenue, l'usage et le stockage qui en est fait. Donc en fait, le marché sud-africain est un marché à l'image du pays assez inégal, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même niveau de maturité entre tous les acteurs. Donc on a des gros acteurs qui doivent être au moins réactifs, si ce n'est proactifs, et après on a plein de PME qui en fait qui sont pas forcément conscients des risques qui émanent de la cyber et qui ne perçoivent pas la cybersécurité comme un investissement opérationnel. Ce qu'on constate aussi, c'est un manque de personnel qualifié qui serait capable d'intégrer ces PME pour les sensibiliser et assurer les démarches de cybersécurité. En revanche, on a une offre qui est bien structurée. Et qui peut même être assez concurrentielle sur certains créneaux, avec beaucoup de solutions américaines, européennes ou même chinoises et asiatiques. On a des cabinets d'audit locaux qui jouent un rôle essentiel en matière de compliance, et on a un réseau de distribution très mature avec des revendeurs et des intégrateurs locaux, PME ou ETI, qui sont en place sur le marché. Donc pour terminer, les clés d'entrée sur le marché, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'être présent localement. Donc pour être présent localement, vous avez le choix. Le premier, c'est donc d'identifier un distributeur. Dans ce cas-là, sa note BEE sera importante afin de déterminer si il est en mesure de travailler avec le gouvernement et les entreprises publiques. Et le deuxième choix, donc, c'est s'implanter en créant sa propre structure locale. Et enfin, vous avez la solution VIE qui est vraiment utile aux entreprises françaises pour venir soit renforcer les équipes du distributeur ou renforcer les équipes locales sans jouer sur la note BEE. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions si besoin. Merci beaucoup. Donc, vous venez effectivement toutes les deux d'aborder le besoin impératif de réduire les risques face aux cybermenaces et cyberattaques. L'expertise réunionnaise est reconnue, donc Madame Toumoun l'a abordé, a approché ce sujet tout à l'heure, et notamment à travers la labellisation, notamment labellisation France Cybersécurité de certaines entreprises et d'OpenSphere. Monsieur Stéphane Jaillet, vous êtes directeur général d'OpenSphere à La Réunion. Vous-même, vous êtes certifié Ethical Hacker. Vous allez donc nous présenter votre expérience, votre savoir-faire en conseil cybersécurité. Vous allez évoquer vos interventions en Afrique du Sud à travers le partenariat que vous avez mis en place. Monsieur Jaillet, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Véronique. Je pense qu'on m'entend bien. Oui. Merci donc de pouvoir me donner la parole aujourd'hui lors de ce webinaire où je vais pouvoir un petit peu vous faire un retour d'expérience sur ce que j'ai pu mener en matière d'export et en particulier avec un petit focus sur l'Afrique du Sud puisque je commence à bien connaître pour y passer des vacances mais aussi pour y bosser de plus en plus.
Donc, comme Véronique a dit, je suis le cofondateur de la société OpenSphere que j'ai co-créée à La Réunion en 2005. OpenSphere, on est donc un cabinet de conseil, d'audit et de formation en cybersécurité. Donc, on n'est pas des gens qui allons installer des firewalls ou des antivirus. En revanche, on va aider nos clients à vérifier et à auditer qu'ils sont bien protégés. Très vite, en fait, après notre création à l'île de la Réunion, on a eu cette volonté d'aller à l'export. Pour nous, c'était quelque chose d'assez naturel dans la mesure où la Réunion est un petit marché à l'échelle d'un département français, avec certes une multitude de secteurs d'activité qui sont représentés. Donc pour nous, c'est aussi une belle expérience de pouvoir travailler avec des clients dans plein de différents secteurs, que ce soit la santé, les transports, le tourisme, les banques, assurances évidemment. Néanmoins, on a souhaité s'exporter, donc au début dans une zone assez proche de la zone océan Indien, donc sur Maurice, sur Madagascar, Mayotte et les Seychelles, et puis on a étendu un petit peu notre zone d'export sur l'Afrique. En Afrique du Sud, j'ai pu mener également des missions en Afrique de l'Ouest, à Abidjan notamment, avec le Club Export et la région Réunion. Ce qui nous a permis de faire des missions en commun. On parlait tout à l'heure de chasser en meute, effectivement, d'aller sur des salons internationaux qui nous ont permis de présenter l'expertise et le savoir-faire réunionnais. Donc on avait eu la volonté aussi d'obtenir cette certification, le label France Cybersécurité, en 2015. Donc on était parmi les 20 premiers en France à l'obtenir. C'est un label qui met en avant l'excellence française en matière de cybersécurité notamment. Donc pour nous, c'était un atout intéressant à avoir dans cette démarche d'export. Et au cours d'une mission que j'ai menée en Afrique du Sud, à la fois sur Johannesburg et sur Cape Town, j'ai rencontré un cabinet sud-africain qui s'appelle Enclose et qui est devenu un partenaire depuis 2017, puisque depuis 3 ans maintenant, on réalise ensemble des missions. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire que Enclose nous sous-traite des missions auprès de leurs clients africains, sud-africains, des missions de tests d'intrusion ou de scan de vulnérabilité que je vais pouvoir vous détailler un peu plus par la suite. Et puis également, on essaie de développer ensemble une offre pour le marché sud-africain et même plus large, le marché africain et notamment sur les pays francophones où on pourrait apporter aussi à la fois notre expertise et notre langue. Donc on peut passer sur la slide suivante qui vous présente les services que nous offrons en matière de cybersécurité. Donc on intervient chez nos clients pour, d'une manière générale, élever leur niveau de cybersécurité. Donc au travers d'offres techniques. Donc comme disait Véronique, nous sommes des hackers éthiques. Donc des pirates qui allons essayer de nous introduire dans les systèmes d'information de nos clients pour détecter des vulnérabilités et permettre aux clients de corriger ces vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par des pirates, par exemple. Des offres moins techniques également qui vont être des audits d'organisation. Il faut savoir que l'organisation est tout aussi importante en matière de cybersécurité et notre approche, c'est une approche par les risques et par les métiers du client. Donc vous comprendrez aisément qu'un hôpital ou un fournisseur d'accès Internet ou un aéroport n'ont pas du tout les mêmes métiers et par conséquent pas forcément les mêmes risques et pas nécessairement les mêmes besoins de sécurité. Donc on a cette approche pour
trouver les solutions qui vont être les mieux adaptées à chaque client. Et en particulier, donc, on va accompagner nos clients dans ce qu'on appelle la gouvernance de la sécurité, c'est-à-dire la mise en place en interne des organes de gouvernance. Donc, par exemple, ça va être le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui va être une personne clé au sein de l'entreprise, qui est rattachée directement à la direction générale pour être indépendant de la DSI en général, et qui va être le garant de la sécurité, de la cybersécurité pour l'entreprise. Et en général, les RSSI et cette gouvernance, elle se fait autour d'une norme, ou en tout cas d'un jeu de normes, les normes ISO 27000, hein, qui sont des normes internationales que l'on déploie, alors soit pour atteindre des certifications, ou soit pour se calquer sur les bonnes pratiques, puisque ces normes permettent de mettre en place les chantiers et les actions au sein de l'entreprise qui vont diminuer le risque et offrir des meilleurs niveaux de sécurité. Donc, on a également une offre de surveillance de la cybersécurité. Avec notre partenaire Enclose en Afrique du Sud, notamment, nous souhaitons déployer un Security Operations Center, donc qui est une offre de service qui a pour but de surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la cybersécurité et tout ce qui se passe un peu sur les réseaux, et de pouvoir détecter le plus vite possible des tentatives d'intrusion, des malwares qui pourraient venir sur le système d'information. On parlait de ransomware, par exemple, tout à l'heure, et de CryptoLocker, donc d'être capable de stopper ces attaques le plus tôt possible, afin qu'elles soient limitées dans leur action malveillante au sein de l'entreprise. Et enfin, donc le dernier volet de notre accompagnement, c'est autour de la sensibilisation de l'ensemble des personnes, puisque nous considérons que chaque utilisateur, chaque collaborateur de l'entreprise doit être un maillon fort en termes de cybersécurité. Il doit être au courant des risques qu'il peut être amené à faire courir à l'entreprise. On parlait des prédateurs tout à l'heure, et effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours, et parfois quand on va recevoir un mail un petit peu suspect, il faut être en capacité de détecter derrière potentiellement une attaque, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant. Et donc ça se fait au travers de sensibilisations qui vont se faire en mode e-learning par exemple, qui vont pouvoir se faire en distanciel. Et donc nous avons développé une offre en français et en anglais également. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Donc on a une offre qui nous permet d'adresser le marché africain assez souvent à distance, donc ce qui peut être aussi pour nous un atout en cette période actuellement où les déplacements sont un petit peu limités. Et donc on a développé cette expertise où nous sommes capables de travailler en anglais et donc sur un ensemble de clients de différents secteurs d'activité où nous serons à l'aise. Et nous pourrons mettre en œuvre l'expertise que nous avons développée à l'île de la Réunion. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane. Une petite question avant de terminer, s'il vous plaît. Donc, Madame Aigron a parlé effectivement de la note du Black Economic Empowerment. Comment avez-vous fait, parce que je pense que ça intéresse effectivement nos internautes, comment avez-vous fait pour passer outre ou pour au contraire travailler dans le respect strict de cette loi? Concrètement. Aujourd'hui, on n'a pas d'implantation en propre, locale, en Afrique du Sud. Et on s'appuie finalement sur la note de notre partenaire. Donc nous n'avons pas en propre aujourd'hui besoin d'avoir travaillé là-dessus, je dirais, en direct. Merci beaucoup. Donc nous allons passer la parole donc à Monsieur Albert Fuchet, donc directeur général
d'Afrique du Sud, Schneider Electric. Monsieur Fuchet, vous allez évoquer le potentiel actuel des nouvelles technologies en Afrique du Sud et notamment le développement des data centers. Et vous nous ferez part de votre expérience. C'est à vous, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Albert Fuchet, je suis en charge des opérations de Schneider Electric pour l'Afrique anglophone et lusophone, basée à Johannesburg. L'Afrique du Sud étant le pays le plus industrialisé, nous utilisons l'Afrique du Sud comme la plateforme régionale. Donc on peut peut-être passer au slide suivant. Je vais vous donner quelques informations qui concernent les data centers et je ne reviendrai pas sur les points qui ont été évoqués par les intervenants précédents, en particulier sur l'augmentation du volume de données échangées qui est dans la région de plus 40% par an. Donc, c'est la région du monde où le marché augmente le plus. Donc, ça, c'est vraiment une vague sans précédent d'infrastructures qui vont se mettre en place, et en particulier dans des gros data centers, ce qu'on appelle les colocations de données. Alors, il y a des facteurs qui contribuent à l'accélération, comme celui que je viens de mentionner, le leadership de l'Afrique du Sud, et le fait aussi que seulement 10 à 15% des données sont aujourd'hui extériorisées. Ce qui veut dire que les entreprises dans le monde extériorisent de plus en plus leurs données dans le cloud. Ce n'est pas encore le cas en Afrique à cette échelle. Et donc, c'est un facteur qui va contribuer également à la construction de plus de data centers à grande échelle. On a quelques freins, en particulier l'absence de réglementation régionale, l'absence d'infrastructures de distribution d'électricité décente dans la plupart des pays, dans l'Afrique du Sud, mais ça peut être également une opportunité quand on doit construire un data center, on construit autour des microgrids pour compenser le manque de fiabilité des régies locales. Un dernier point qui est un frein, c'est la réticence à héberger des données à l'international, à l'extérieur du pays. Certains acteurs préfèrent avoir leurs données dans le pays, mais une réglementation régionale devrait être en place dans les prochaines années, et ça va favoriser l'éclosion de ces grands data centers. Le dernier point, c'est que l'énergie est chère en Afrique, et dans un data center, la principale source de coût, c'est le coût de l'énergie, donc ça freine également les développements. La résultante de ces deux facteurs, les accélérateurs et les freins, c'est qu'une grosse accélération. Donc ça, sur ce slide, on voit les différents acteurs. On a sur la gauche les géants du web dont on a déjà parlé, qui sont implantés en particulier en Afrique du Sud, mais en train également de s'implanter au Nigeria, par exemple. On a sur la droite les entreprises de télécommunications qui ont été les premiers à partir sur la colocation. Et puis, au milieu, les entreprises de colocation, c'est en général des entreprises régionales comme Africa Data Center ou Terraco ou Icolo, qui sont des filiales de grands groupes internationaux ou des ex-dirigeants d'entreprises internationales qui ont monté leur entreprise. Donc, c'est un écosystème qui est extrêmement dynamique, qui est basé sur des standards internationaux avec des influences nord-américaine, européenne, et je dirais que l'Afrique du Sud commence à être un sérieux acteur. À peu près la moitié des données hébergées en Afrique sont hébergées en Afrique du Sud. Et pour terminer, sur l'autre slide, un data center, c'est avant tout un bâtiment. Donc ça, c'est un slide de Schneider Electric, mais on peut faire le tour des différentes spécialités que l'on va trouver dans un data center. Et vous allez voir qu'on retrouve à peu près toutes les spécialités qu'on aura dans une infrastructure comme une ville, par exemple. Donc, c'est un bâtiment sensible, donc il faut l'alimenter avec de l'électricité de qualité et de l'électricité, si possible, avec une faible empreinte carbone. Donc, il y a des opportunités dans les énergies renouvelables. Il faut plusieurs sources pour assurer la continuité de service. Donc, il y a des générateurs, il y a différents systèmes d'alimentation. Ensuite, on a des postes de transformation, moyenne tension, transformation, basse tension. On stabilise l'énergie. On a ensuite dans la salle blanche ce qu'on appelle des racks avec les serveurs qui contiennent les données.
La pièce, la salle blanche, doit être absolument à température constante. Les serveurs produisent beaucoup de chaleur. On a des systèmes de climatisation extrêmement sophistiqués. On a ensuite tous les systèmes de détection en cas de problème, en cas d'incendie, en cas d'intrusion. Et puis, une couche de software pour gérer et optimiser le bâtiment ou les bâtiments en cas de déploiement modulaire sur plusieurs phases, qui est en général la stratégie des entreprises de colocation. Elles font un premier module et puis ensuite, au fur et à mesure qu'elles louent leur espace, elles vont déployer. On voit en haut à droite les data centers préfabriqués, qui est aussi une tendance, c'est-à-dire que quand on est dans des régions vraiment difficiles d'accès ou avec de faibles réseaux de sous-traitants, on importe le data center et on le connecte directement. Donc, nous, on travaille avec des partenaires locaux. On a un réseau de partenaires. On a 400 salariés en Afrique du Sud, mais ça ne serait pas suffisant pour adresser tous les marchés, tous les secteurs du marché sud-africain. Je dirais que sur les data centers, on doit avoir à peu près une cinquantaine de personnes travaillant sur les solutions et tout le reste est fait par des partenaires locaux. Et je pense que pour les entreprises réunionnaises qui nous écoutent, comme on a vu l'exemple avec OpenSphere, qui est un excellent exemple, il y a des opportunités parce que même si le marché sud-africain, les acteurs sud-africains sont de bon niveau, aujourd'hui, on manque de bras. Donc, n'hésitez pas, en tant que CCE, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées. Si des entreprises de La Réunion sont intéressées pour comprendre un peu comment insérer leurs propositions de valeur dans l'écosystème sud-africain, nous sommes à votre disposition. Nous sommes implantés ici depuis de nombreuses années et donc on a une bonne connaissance de l'Afrique du Sud et de la région en général. Il y a d'excellentes opportunités au Kenya, qui est pas très loin non plus de la Réunion. Au Nigeria, c'est un peu plus loin, mais je dirais que sur l'Afrique de l'Est, il y a également une excellente dynamique dans ce secteur d'activité. Voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fuchet. Restez avec nous puisque nous avons justement donc une question des internautes pour ouvrir les débats. Donc oui, a été évoqué en tout début de séminaire, donc a été évoquée la mise en place d'un corridor entre l'Afrique du Sud et la Réunion. Donc l'internaute se pose la question, comment fait-on? Quel est le mode d'emploi en tant que chef d'entreprise réunionnais pour que je puisse me rapprocher d'une entreprise française sud-africaine? Est-ce que je contacte un CCEF? Est-ce que je contacte Business France? Est-ce que je contacte la Team France? Que dois-je faire? Donc, Monsieur Fuchet, si vous pouvez avoir une réponse, et nous compléterons certainement par l'intervention de Business France à ce sujet-là. Merci. Oui, avec plaisir. Je dirais que le Team France est là pour ça. Donc, on est une équipe soudée et toutes les demandes seront acheminées à la personne ou à l'entreprise la plus compétente. En l'occurrence, sur les data centers, et l'équipe ici a une bonne connaissance, mais l'équipe de Business France transmettrait les données. Et après, on a tout intérêt à être transparent parce que ce sont des métiers tellement techniques et tellement spécialisés. L'exigence des clients est une exigence de niveau international. Donc, on aura très rapidement un diagnostic sur la performance de la proposition de valeur de l'entreprise de La Réunion et on pourra les aider, en particulier sur les aspects de Black Empowerment qui ont été mentionnés auparavant, où ça oblige à monter des schémas très, très particuliers à l'Afrique du Sud. Nous sommes nous-mêmes niveau 2, entre le niveau 2 et le niveau 3, et on peut héberger des partenaires, si ça a du sens, sous le chapeau, on va dire niveau 2, niveau 3, qui est largement suffisant pour faire du business en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Peut-être que Monsieur Axel Barou veut prendre la parole. Merci beaucoup Véronique. Je vais redire ce que vient de dire Albert. Pour répondre à notre auditeur chef d'entreprise, si vous souhaitez rentrer en contact avec une entreprise française implantée en Afrique du Sud, peu importe la porte d'entrée, j'allais dire, les CCEF sont là pour ça. Nous, on vous mettra en relation, bien entendu, tout à fait gracieusement, avec des entreprises françaises. Pas oublier la Chambre de commerce non plus, l'AFSACI, qui a un réseau de membres français et sud-africains très très conséquent. Donc voilà, ça c'est la porte d'entrée. Si en revanche vous souhaitez prospecter le marché sud-africain et entrer en contact avec des acteurs
purement sud-africain. Là, ça, on rentre plus dans le cadre des prestations Business France, mais ça, j'y reviendrai après. Ce que je veux ajouter, comme l'a dit Albert, c'est qu'on travaille très très étroitement en commun, tous ensemble. La Team France Export, c'est vraiment une réalité ici, et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Merci beaucoup. Une deuxième et dernière question. Il existe des certifications anglo-saxonnes et des certifications françaises. Pour être reconnu par la préfecture, il faut les certifications françaises. Pour l'Afrique du Sud, les anglo-saxonnes sont recommandées. Quelle est la certification optimale pour qu'une entreprise réunionnaise intervienne en Afrique du Sud? La question est posée par M. Boozer. Alors, sur les centres de données, sur les data centers, les spécifications sont très liées au type de client. Donc, quand on fait un data center pour Amazon ou quand on fait un data center pour Airbnb, on va avoir des contraintes qui sont très, très liées aux consultants du client, au bureau d'études et tout. Mais de manière générale, l'Afrique du Sud, c'est un pays anglo-saxon. Donc, pour partir à l'attaque du marché sud-africain, il faudra avoir les certifications anglo-saxonnes. Et de manière générale, les data centers, comme beaucoup de secteurs en Afrique du Sud, sont influencés plus par l'origine anglo-saxonne que par l'origine européenne. Merci beaucoup.